Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Il revisite totalement la relation client-fournisseur. Pierre Dutaret, CEO et cofondateur de Libéo à Paris. C'est comme un réseau de fournisseurs et des clients où tu vas te connecter comme un LinkedIn. Tu vas dire, lui, je lui commande des fruits et légumes pour reprendre mon exemple du restaurant. Je me connecte à lui comme sur Facebook, demande d'amis, et du coup, je vais avoir accès à sa fiche fournisseur qu'il remplit lui-même. Nous, on standardise et en plus, on sécurise cette donnée. Au micro de FinScale cette semaine, j'ai la chance d'interviewer Pierre Dutaret, l'un des fondateurs de Libéo. C'est son expérience en tant que gérant d'un groupe de restaurants qui permet à Pierre d'expérimenter la gestion des fournisseurs. Le processus fastidieux du traitement des factures fournisseurs est une expérience douloureuse qui nécessite différentes phases. Déjà, la chasse au trésor pour les regrouper, puis la saisie, le paiement et la comptabilisation. Bref, ce n'est pas une mince affaire et pourtant, lui et ses deux cofondateurs s'y sont attelés il y a moins de 2 ans en créant Libéo. Cette solution en mode SaaS permet une gestion rapide et efficace de la trésorerie, la dématérialisation de la facture, le traitement automatisé, le suivi en équipe et bien entendu le paiement en un clic et sans IBAN. Ce n'est pas une simple transposition du flux offline en un flux online, mais plutôt une manière novatrice de concevoir les relations entre clients et fournisseurs, une sorte de réseau social du paiement B2B. Suite à 2 levées de fonds, Libéo entend réformer et moderniser ce processus pour fluidifier et améliorer les relations entre les deux parties. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Pierre. Bonjour Solène. Je suis ravie de t'avoir sur FinScale aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton temps. Alors quand on s'est entretenu au printemps, il y a quelques mois, pour que je t'explique un petit peu le concept de FinScale et que tu as très gentiment accepté cette invitation, on a parlé très longtemps, donc je vais essayer de faire plus court que cet entretien pour vraiment comprendre la valeur ajoutée et la proposition de valeur de Libéo. Avant qu'on commence, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît ? Donc je suis Pierre Dutaret, je suis l'un des 3 cofondateurs de Libéo. Et mon parcours rapidement, j'ai travaillé pendant plusieurs années en banque d'affaires. Puis j'ai démissionné pour monter une boîte, en l'occurrence. Tu étais chez qui en banque d'affaires ? J'étais chez Merrill et BNP. D'accord. Et à Londres, Madrid, Paris. Et après, donc j'ai monté un groupe de resto qui s'appelait le groupe Farago, qui s'appelle maintenant le groupe Panorama. D'accord. Qui comptait à l'époque, quand je suis parti, 6 restaurants. Et donc j'ai vendu mes parts dans ce groupe-là il y a 2 ans et ils continuent très bien d'évoluer, donc je suis content pour eux. Et c'était en France ? C'était en France, ouais, à Paris au début. Maintenant, ils sont aussi ouverts à Nice, à Bordeaux, etc. D'accord. Et donc, j'ai quitté cette aventure-là il y a 2 ans pour une nouvelle aventure, Libéo. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Donc, Libéo, j'aimerais que tu nous présentes aujourd'hui donc, ce que vous faites, le concept de départ que vous avez eu, l'évolution de la proposition de valeur. Mais quand on a préparé l'entretien, tu me parlais justement du pain point que tu avais détecté tout de suite justement dans ta précédente entreprise. Est-ce que tu pourrais revenir sur ce pain point et nous décrire exactement de quoi il s'agit et comment tu faisais à l'époque quand tu gérais ces restaurants pour le résoudre ? Le pain point, écoute, c'est un pain point assez caché, on en parlait précédemment, dans le sens où donc c'est vraiment un pain point de gestion financière. En fait, concrètement, quand tu es une entreprise, tu reçois des factures de fournisseurs que tu dois traiter. Traiter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les analyser, les saisir, être sûr qu'il faut les régler, puis les comptabiliser. Donc il y a un certain nombre d'étapes avec cette donnée qui est la même en fait, un montant hors taxe, un montant TTC, un fournisseur, ses coordonnées, etc. Et aujourd'hui ce traitement il est très manuel. Donc concrètement, comment ça se passe ? Quand tu es un restaurant par exemple, tu vas faire une commande à un fournisseur. Cette commande va engendrer une réception de marchandises, une facture, et tu vas recevoir cette facture. Donc selon le fournisseur, tu vas la recevoir par mail, par la poste. Parfois, la facture va être glissée dans la cagette de livraison avec les pommes de terre. Voilà. Et donc toi, tu dois déjà... Le premier challenge, c'est de regrouper toutes ces factures. De capter la facture. Voilà, parce que en fait, de temps en temps, tu reçois un coup de fil. Vous m'avez pas payé telle facture. Bah oui, mais bon, je l'ai pas reçue, donc on fait comment, quoi ? Est-ce que c'est vraiment ma faute si je l'ai pas reçue ? Et je fais une petite parenthèse là-dessus, c'est que c'est dans la tête à la fois du client et du fournisseur, la gestion, de toute façon, c'est un truc qu'on veut pas faire.
Le fournisseur, il considère que son boulot, c'est envoyer des bonnes pommes de terre, et le restaurateur, il considère que c'est d'en faire des bonnes frites et d'en faire des clients satisfaits. Mais c'est pas en vrai de gérer cette facture. Voilà. Sauf que en fait, c'est le nerf de la guerre, puisque sans facture, il n'y a pas d'argent. Et voilà, donc bref. Donc c'est souvent géré la nuit, le week-end, quand on est restaurateur, tu faisais ça. Alors quand c'est ça, c'est qu'en fait, donc déjà, tu as le premier challenge de regrouper ça, et après, tu vas avoir le challenge de le traiter. Et donc là, on arrive au problème épineux, c'est que souvent, tu te mets là-dessus quand tu as 2-3 heures devant toi. Donc quand tu es dirigeant ou DAF, en fait, c'est souvent le soir ou le week-end. Et quand tu te mets là-dessus, tu ouvres les classeurs dans lesquels tu as toutes tes factures que tu as reçues en papier ou que tu as imprimé depuis ta boîte mail, et tu vas regarder ce qu'il y a dedans, et là tu vas te rendre compte que c'est une catastrophe, parce qu'en fait il te manque des éléments pour savoir si tu dois bien payer la facture, tu te rends compte qu'il y a un problème, qu'il y a un truc qui a été payé 2 fois, tu te rends compte que tel fournisseur t'a pas envoyé son RIB, enfin bref, c'est un truc que tu fais toujours, dans lequel tu vas toujours à reculons, parce que tu sais que tu vas toujours rencontrer des problèmes. C'est-à-dire que tu sais que tu vas pas pouvoir finir, tu vas te mettre dessus, et tu vas sortir avec plus de questions que de réponses. Et ça te prenait combien de temps ? T'as déjà estimé le temps ? C'est, je dirais que pour une boîte, donc j'avais plusieurs sociétés, plusieurs restaurants, mais c'est assez vite 10 heures par semaine, rien que ce sujet-là. Wow. Et donc après tu fais de la saisie, donc tu vas saisir dans des fichiers Excel pour tes factures, pour savoir ce que tu dois payer quand. Tu vas saisir manuellement les paiements dans tes interfaces bancaires. Donc qui dit interface bancaire pro dit que tu as une petite calculette dans laquelle tu dois faire une validation pour chaque IBAN, pour chaque virement, etc. Bref. Donc tout ça a été très 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 fastidieux. Grosse prise de tête. Grosse prise de tête. Voilà. Et donc c'est ça le pain qu'on résout avec Libéo. Eh ben dis donc, ça donne envie. Et le pain point que tu décris, donc c'est celui que tu as vécu en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu n'as pas cherché à trouver des solutions qui existaient sur le marché pour t'aider à rationaliser Enfin, j'imagine que oui. Et ça a été quoi ton constat à ce moment-là ? Alors j'ai essayé 3 choses. La première chose, c'est que j'ai essayé de travailler là-dessus avec mon expert comptable, mais il n'avait pas forcément de solution à me proposer. Donc j'ai dû changer plusieurs fois d'expert comptable jusqu'à trouver la perle rare. Et même la perle rare n'avait pas forcément la solution, parce que technologiquement parlant, il n'y avait rien à l'époque. Et donc la deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai essayé de faire des combos d'outils. Donc j'ai cherché des outils qui pouvaient faire ça, sachant qu'il y a 2 grands volets dans ce processus. Un volet de gestion de l'information, donc extraire les données, les normaliser pour pouvoir les utiliser en fait. Donc ça va être des solutions de dématérialisation. Donc ça veut dire que quoi ? Tu scannes tes factures pratiquement, et après tu utilises un outil d'OCR pour aller scraper la donnée sur les factures. C'est exactement ça. D'accord. Ouais. Et donc ça c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est un volet de gestion financière. Donc c'est un peu un compagnon pour ton back-office du quotidien. Et donc là j'ai utilisé d'autres typologies d'outils qui sont aujourd'hui des agrégateurs bancaires qui prennent en charge un protocole qui s'appelle l'EBIX, qui a été inventé en Allemagne. Tout à fait. Ouais. Et donc j'utilisais ces 2 typologies d'outils que je combinais. Donc en fait, en gros, le premier outil allait extraire les données et réaliser des tableaux de règlement sous format XML, des fichiers Excel en fait. Et après, j'importais ces fichiers-là dans mon outil bancaire qui lui-même allait passer les ordres de virement. Mais du coup, en fait, les 2 n'étant pas intégrés, ça me prenait quand même beaucoup de temps, parce qu'il fallait vérifier que ce qui passait de l'un à l'autre était bon, parce qu'on parle de gros sous. Et c'était pas fluide. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y avait un paiement à faire en urgence, de toute façon, on devait du coup aller le saisir dans la banque. Quand tu as fait ça, tu n'as pas vraiment gagné beaucoup de temps. Tu as juste rajouté un peu de lourdeur, un peu de complexité, mais c'est pas très flexible en fait. Après, oui, tu contrôlais peut-être mieux ce qui se passait. Il y avait quand même un volet mesure du risque, contrôle du risque meilleur qu'auparavant. Il y avait de meilleurs process, mais ces process, ils n'étaient pas ils étaient pas ce que tu attends aujourd'hui. D'accord. C'est des process qui sont un peu âgés. Alors donc là, tu parles vraiment, c'est très clair, je pense pour toutes les personnes qui nous écoutent, le côté vraiment lourd administratif de la chose. On parlait auparavant aussi du contrôle du risque. Tu disais qu'il y avait beaucoup plus de fraude actuellement qu'il y a une 50aine d'années. Alors déjà, il y a beaucoup plus de transactionnels, mais il y a beaucoup plus de fraude. Tu peux nous donner quand même des exemples de fraude dont on n'aurait pas forcément entendu parler ? Donc la fraude du président, t'en parlais. Il y en a d'autres comme celle-là ? Il y a une fraude dont on a beaucoup parlé, le procès est en cours, c'est la fraude au faux Le Drian. Tu sais, l'ancien ministre français qui se faisait passer pour Le Drian et qui disait à un chef d'entreprise qu'il fallait qu'il contribue à financer une caution pour une prise d'otage, ce genre de choses. Mais il y a plus de fraude aujourd'hui parce que c'est assez facile d'avoir de l'information sur un dirigeant et d'utiliser cette information
comme levier pour montrer qu'on connaît la situation à une personne qui va être dans une équipe financière, et donc l'utiliser pour faire pression, pour se faire régler n'importe quoi sur un IBAN frauduleux. Ok. Et donc je trouve ça assez fou qu'avec la multiplication des outils qu'on a aujourd'hui, il y ait en parallèle une augmentation du nombre de fraudes, ce qui devrait être le contraire. Et voilà, et donc ça c'est un des problèmes qu'on cherche à résoudre avec l'IBO, et le fait qu'on maîtrise ces deux volets que je décrivais précédemment nous permet de gérer ça en fait. D'accord, parfait. Alors maintenant, si on rentre sur l'IBO et votre proposition de valeur, moi je retiens en un clic et sans IBAN. ça m'a marqué. Est-ce que tu pourrais me dire concrètement en quoi ça consiste et en quoi c'est différenciant par rapport aux solutions qui permettent de se faire payer, et que tu nous expliques vraiment comment vous avez conçu la solution. Donc on revient à la fin de ton expérience dans la restauration, là tu quittes et c'est tout de suite après pour lancer l'IBO, c'est ça ? Oui, alors après, comme entre deux aventures entrepreneuriales, tu fais un petit break, tu voyages un petit peu, voilà. À ce moment-là je me suis marié, etc. Donc ça tombait parfaitement. Mais oui, l'idée c'était, en quittant mon groupe précédent, c'était de monter l'IBO, puisque j'avais réfléchi là-dessus pendant plusieurs années et que c'était l'évidence totale. Et donc effectivement, ça fait 2 ans que le projet l'IBO est enclenché, mais il existe vraiment depuis 1 an et demi. Voilà. D'accord. Donc qu'est-ce que vous avez... En gros, ça ressemble à quoi cet outil ? Qu'est-ce que vous avez déployé ? C'est un outil qui donc permet de faire 4 choses, qui permet de centraliser toutes ces factures, donc que tu les reçoives par email ou en version papier, tu vas pouvoir les retrouver très facilement dans l'IBO, où je rentre pas dans le détail, on a plein de technologies qui font ça, et d'en extraire les données. Donc si le montant hors taxe sur la facture va se retrouver dans la case hors taxe, etc., etc. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir des outils puissants pour faire ça, mais aussi de proposer beaucoup de simplicité à l'utilisateur. On dit souvent « less is more », c'est le plus compliqué, faire simple. Donc il y a beaucoup de complexité qu'il faut masquer pour que n'importe qui puisse utiliser ça et que ça semble très facile. Le deuxième bloc, c'est un bloc qui va permettre d'échanger en équipe. Donc c'est ce qu'on appelle des workflows de validation, pour savoir si cette facture doit bien être payée, si la date demandée par le fournisseur est la bonne. Au contraire, si on a défini des règles de règlement qui sont différentes et qui ne sont pas reflétées sur la facture, pouvoir les mettre en place. Parce que ça arrive très souvent qu'on se mette d'accord sur des délais de règlement avec un fournisseur donné. Donc pouvoir mettre ça en place de manière automatique, pouvoir échanger avec le trésorier, savoir si on a l'argent pour régler cette facture, pouvoir échanger avec l'expert comptable s'il est mis à contribution dans ces process de validation, ce qui sera de plus en plus le cas dans les années à venir. Donc en fait, qui a accès donc à la plateforme ? Donc là, tu vas avoir 2 types d'acteurs, des gens de l'équipe financière ou l'équipe financière externe, qui vont vraiment mettre en place et valider ces workflows. Donc l'expert comptable, le DAF, le comptable... Le dirigeant, le mandataire social, si la facture excède un certain montant, etc. Et des gens qui sont externes, mais qui sont impliqués dans ce processus d'achat. Parce qu'en fait, les achats, tout le monde en fait dans une entreprise. Tout à l'heure, on parlait des restaurants. En fait, la personne qui fait les commandes dans un restaurant, c'est le chef et le barman. Donc c'est eux qui savent s'ils ont reçu 3 000 € de champagne ce mois-ci et s'il faut les régler. Donc s'il y a 2 caisses qui sont cassées sur 10, pour moi on le remonte, quoi. Ouais. Et en fait c'est à ce moment-là que ça se fait, en fait. D'accord. Et donc eux ils vont être connectés, mais dans une interface externe, c'est-à-dire qu'ils vont pas pouvoir faire des paiements ou venir, mais ils sont dans le processus de manière entière. Et votre outil peut communiquer donc avec les fournisseurs, comment ça se passe Exactement, ça c'est une... De façon vraiment pratico-pratique. L'IBO, c'est de ce point de vue-là, c'est un réseau où clients et fournisseurs se retrouvent, et parfois le fournisseur a lui-même ses propres clients, et où tu vas te connecter comme une sorte de LinkedIn. Donc en fait, il y a un onglet dans l'IBO qui s'appelle Réseau, dans lequel je vois mes clients et mes fournisseurs, et où je peux voir qui est en charge de quoi chez mon interlocuteur. Donc je peux voir qui émet les factures chez mon fournisseur, qui est responsable de la logistique chez mon fournisseur, et je peux les pinguer, leur envoyer un message s'il y a un problème avec un sujet. D'accord. Ce qui aujourd'hui n'est pas possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas extraire des balances AG et des factures et tu vas leur écrire un email. Ouais, et eux-mêmes, ils vont regarder ce qu'il y a dans leur service, dans leur système. Du coup, c'est très compliqué de se mettre d'accord et de comprendre où sont les problèmes quand il y en a, sachant qu'il y en a à peu près tout le temps. Donc c'est une vraie prise de tête de ce point de vue-là. Et c'est quelque chose qui crée des tensions entre clients et fournisseurs parce que vous m'avez pas payé, oui, mais vous m'avez pas envoyé la facture, voilà, on fait comment ? Ouais. C'est vraiment ce problème permanent. Ouais. Et moi je vois ça en banque, ouais, mais moi je vois ça. Donc c'est juste, on parle avec des données qui sont différentes, alors que ces outils étant digités et connectables, digitalisés et connectables, ça devrait être le cas. Et donc c'est exactement ce qu'on a construit avec l'IBO. C'est que c'est comme un réseau de fournisseurs et des clients
où tu vas te connecter comme un LinkedIn. Tu vas dire, lui, je lui commande des fruits et légumes, pour reprendre mon exemple du restaurant. Je me connecte à lui comme sur Facebook, demande d'amis, pam. Et du coup, je vais avoir accès à sa fiche fournisseur. Excellent. Fiche fournisseur qu'il remplit lui-même, où je vais pouvoir... Du coup, il standardise, finalement. Exactement, nous on standardise et en plus on sécurise cette donnée. Donc, on va vérifier que les informations sont bonnes, on va vérifier que l'IBAN sur lequel le fournisseur a choisi de se faire régler, c'est le bon. Oui. Et donc ça rejoint la question que tu posais sur le paiement à clic et sans IBAN. Et du coup, ça accélère le processus. Et cette information-là, on la rend disponible pour le client, mais on la rend disponible aussi pour les outils qu'il utilise. Ces outils de gestion, ces outils bancaires. Et idem côté fournisseur. D'accord. Et donc en fait, on fait le lien, la connexion entre les acteurs de l'économie du quotidien. Donc du coup, ça va beaucoup plus loin qu'une solution où tu ferais des relances automatiques de paiement de facture. Ça, c'est quand même... il y en a quand même quelques-unes qui existent. Du coup, on va pouvoir aider ces outils-là à être plus efficaces, mais ce n'est pas notre cœur de métier. Ouais. Et on va leur créer un pipe qui n'est pas le pipe bancaire, qui n'est pas le pipe comptable, qui est un pipe d'échange, en fait. Et on va leur créer le canal pour échanger entre eux de manière efficiente. Ouais. Okay. En fait, donc, pour finir après sur la présentation de l'IBEO, parce que c'était la question que tu me posais, parce qu'il y a 2 autres blocs complémentaires, mais c'est vrai que en fait, l'IBEO, c'est un acteur sur un marché qui est nouveau en Europe, qui est déjà un peu plus avancé aux États-Unis. Et donc, quand tu as ce côté un petit peu category creation qu'on vit aujourd'hui avec l'IBEO, puisqu'on clairement on évangélise sur ces sujets, tu as la lourde tâche, la lourde responsabilité de transposer des processus papier au digital. Et le réflexe de base quand tu fais ça, c'est que tu prends ce qui existe et tu le mets sur du digital. Sauf qu'en fait, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu ne penses pas à la voiture électrique comme tu penses à la voiture thermique. C'est pas pareil en fait. Ouais, tout à fait. Et donc, il faut vraiment se dire que c'est une révolution. Il faut repenser les processus. Et du coup, vous avez une sorte d'accompagnement. Comment est-ce que vous faites concrètement avec les PME ? Vous avez des gens de chez vous qui viennent, qui se connectent avec les DAF pour former les équipes ? Parce qu'il faut casser en effet tous les modes de pensée, les modes opératoires d'usage depuis des dizaines d'années. Je pense que déjà, il faut savoir beaucoup écouter, mais réfléchir à ce que tu peux faire. Il ne faut pas stricto sensu appliquer ce que te demandent les clients. Donc c'est un équilibre assez dur à trouver parce qu'il faut vraiment écouter ce qu'ils veulent, comprendre et voir comment tu peux solutionner ça avec les nouvelles technologies. C'est ce que disait Steve Jobs, où il y a aussi Steve Jobs qui citait Henry Ford. Je trouve ça assez marrant, mais tu peux dire ça avec l'iPod, mais aussi avec l'invention de la voiture. Ce qu'Henry Ford disait, c'est si j'avais écouté mes clients, j'aurais juste ajouté des chevaux à leur carrosse. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Et c'est ce que disait aussi Steve Jobs, c'est le client sait ce qu'il veut, mais il ne sait pas comment il le veut. En fait, c'est à toi d'apporter ces solutions. Ouais, et donc, c'est exactement dans ce cas-là qu'on se situe. Et ce savoir-faire d'ailleurs qu'on crée, il est assez unique parce que, en fait, on redessine ces processus et ces échanges entre entreprises. Et ça, c'est absolument passionnant. C'est hyper intéressant. Casser les codes. Je ne sais pas si on casse les codes parce qu'ils sont existants et il faut composer avec. Non, bien sûr. Je trouve qu'on est plutôt au service de ces gens-là. Mais en tout cas, oui, il y a un côté un petit peu disruption qui est hyper intéressant. Mais j'aime pas le terme disruption parce que c'est-à-dire que tu casses tout. Ça marque une rupture qui en soi existe, mais qui se fait dans la continuité. Et je trouve qu'au contraire, il faut avoir l'humilité d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière pour s'adapter. En fait, il faut s'adapter à l'utilisateur. Parfait, merci beaucoup. Alors, quand on va sur votre site, vous parlez de 18 000 acteurs connectés, donc fournisseurs, clients connectés les uns aux autres. Exactement. Et tu as une idée, certainement, de la typologie de PME qui vous utilisent ? Alors, c'est vrai que ce sont des PME TPE, PME d'une certaine taille. Donc, c'est vrai qu'en général, quand tu fais moins de 300 000 euros de chiffre d'affaires, tu ne vas pas avoir besoin de ce type de solution. Donc des micro-entreprises, des freelances, des indépendants n'auront pas matière à utiliser ce type de solution. Et des entreprises beaucoup plus grandes vont avoir des outils qu'ils vont imposer à leurs interlocuteurs. Chanel, par exemple, qui a un parterre de sous-traitants très important, va dire toutes les factures, vous me les déposez là, et si elles ne sont pas comme ça, je ne paye pas. Voilà. Bon. Nous, on se situe un petit peu entre ces deux mondes d'acteurs qui composent les uns avec les autres, qui ne peuvent pas imposer des solutions de facturation, des solutions de paiement, et qui vont devoir trouver des outils pour que ça soit fluide de part et d'autre. D'accord. Alors, en termes de structuration, vous n'initiez pas donc, de paiement, vous êtes associé à un établissement de paiement. Est-ce que tu peux aussi nous donner un petit peu de clarté à ce niveau-là ?
Première chose. Et d'autre part, moi, ça m'intéresserait que tu expliques aussi comment vous vous connectez avec des systèmes comme SAP ou Oracle, qui sont très souvent utilisés dans les sociétés avec lesquelles vous bossez. Alors, déjà, donc, du coup, ça me permet de finir la description de l'IBO avec les 2 blocs complémentaires qui sont le bloc numéro 3 et le bloc numéro 4. Le bloc numéro 3, c'est vraiment tout ce qui est paiement. Donc après que tu aies validé le paiement de la facture, il faut la payer. Et donc là, ce qu'on fait, c'est que en fait, on a des modes de paiement internes, mais on en utilise d'autres également. Et donc, on fait, à proprement parler, l'initiation de paiement, qui est le terme technique du paiement open banking, donc via la norme DSP2. Alors Et donc ça, on va le faire avec des partenaires. D'accord. Mais on actionne du paiement DSP2. Mais ça, c'est pas encore vraiment mûr, pour être honnête. On est, je pense, parmi les premiers à être très actifs là-dessus. Et ça va monter en puissance, mais ça va prendre du temps parce que sur le marché des pros, c'est spécial. L'open banking, c'est beaucoup poussé aujourd'hui, avant tout pour protéger les particuliers qui, quand ils utilisaient des agrégateurs bancaires, donner leur login et leur mot de passe, et donc donner, ça pourrait être ce qu'ils ont de plus important dans leur vie, puisqu'il s'agit de leur compte bancaire. Et donc, le propre de la DSP2, c'est déjà de sécuriser les particuliers et dans un second temps, les entreprises. Donc, c'est vrai que ça explique un petit peu le retard sur la DSP2 aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on travaille avec des acteurs type open banking, mais ces acteurs-là nous fournissent des pipes et des solutions réglementaires qui portent pour nous une partie du risque. La réalité, c'est que tout ce qu'on construit au-dessus de ça, toute la logistique de paiement, parce qu'en fait, faire du paiement, ça veut dire construire des tables de paiement, construire des systèmes où tu crées des arbres. Donc, si l'utilisateur déclenche son paiement à telle date et qu'il l'annule avant 24 heures, machin, en fait, tu construis tout un tas de processus pour gérer ça. D'accord. Et donc ça, c'est propriétaire chez l'IBO. Et ça nous permet d'aiguiller le paiement avec n'importe qui, en fait. D'accord. Aujourd'hui, c'est avec du banking as a service. Demain, c'est avec de l'open banking. Et de manière complémentaire, parce que l'open banking aura des limites que n'aura pas le banking as a service et vice-versa. Et après-demain, c'est avec des solutions type Amex, type ce genre de choses, puisque l'avenir sur ce marché, c'est que le payeur et le payé pourront choisir leurs règles comme ils le souhaitent. Ils pourront choisir avec quels outils ils travaillent, avec quelle banque ils travaillent, quels moyens de paiement ils veulent. Ce sera complètement agnostique. Complètement agnostique. Oui. Et donc, nous, on se positionne en routeur là-dessus. D'accord. C'est-à-dire qu'on permet au payeur de payer comme il veut, d'où il veut, avec le moyen de paiement qu'il souhaite. Et on permet au payeur de choisir exactement comment il veut se faire payer, où, etc. Et demain, c'est même à quelle date, etc. C'est-à-dire que chacun va pouvoir choisir ses modes de règlement, ses modes de financement, etc. Et donc, juste pour finir du coup sur la description de l'IBO, on a un 4e bloc qui est plus un bloc de gestion, où tu vas pouvoir voir les factures que tu as réglées dans les 3 derniers mois, tes principaux fournisseurs, les conditions de règlement, etc. Et les factures aussi que tu as réglées dans les 3 à 6 mois qui viennent, puisque c'est une donnée comptable qui n'est pas encore dans les systèmes comptables la plupart du temps. Et c'est une donnée que tu ne vas pas pouvoir voir par définition dans la banque, puisque ce n'est pas encore réglé. Non, bien sûr. Voilà. Ok. Et donc, vous avez un petit peu d'outils, de dashboards qui vous permettent un petit peu de donner de la clarté aussi au niveau de la trésor des directeurs financiers. Voilà, exactement. Donc, on ne va pas être un pur acteur de trésor comme le sont certains, mais on propose sur le très court terme une vision extrêmement précise et extrêmement actionnable. Je pense que c'est ça qui est hyper utile avec l'IBO. L'IBO, c'est vraiment le compagnon du quotidien de la gestion financière d'une TPE-PME. Et donc, on produit une donnée qui est vraiment utilisable telle qu'elle. Tu peux cliquer, payer. Et donc, tu me posais la question tout à l'heure de le paiement à un clic et sans IBAN, c'est quoi ? C'est ça, c'est que quand tu as créé cette connexion entre les acteurs, tu n'as plus qu'à appuyer sur un bouton pour actionner quelque chose. Tu n'as plus qu'à appuyer sur un bouton pour annuler ce quelque chose, tu vois. Et là, ça passe par qui ? Les tuyaux derrière ? En fait, c'est ça que je t'expliquais, c'est qu'aujourd'hui, c'est nos tuyaux. C'est-à-dire que le bouton final, on va le déclencher ailleurs, mais toute cette donnée, c'est nous qui la traitons. D'accord. En fait, on ne va pas actionner un paiement 6 mois à l'avance, tu vois. Non, bien sûr. Ouais. Mais tu peux nous dire avec quel établissement de paiement ? Ah oui, bien sûr. Aujourd'hui, typiquement, sur le banking as a service, on travaille avec Trésor, qui appartient maintenant au groupe Société Générale. Et on travaille avec d'autres acteurs des SP2. Pour le coup, aujourd'hui, je ne dévoile pas leur nom parce qu'on travaille avec plusieurs d'entre eux. D'accord. Et notamment avec un en particulier. Et donc ça, voilà, on construit encore beaucoup ensemble. Donc, voilà. Parfait, ça c'est très clair, merci beaucoup. Et alors par rapport au SAP Oracle, comment tu t'interfaces avec eux ? Tu es interfacé, j'imagine. Enfin, vous êtes interfacé. Alors, par définition, on est interfacé avec tous les logiciels de gestion et toutes les banques. En revanche, on a des intégrations plus poussées qui vont aujourd'hui être avec des outils qui sont un peu plus pour des TPME que des ETI. Parce qu'Oracle SAP, c'est vrai que ça reste pour de la très grosse PME. Donc aujourd'hui, on travaille main dans la main avec QuickBooks, par exemple. Mais on travaille avec d'autres acteurs de cet univers-là. Donc en fait,
on va s'échanger la donnée de manière synchronisée, de manière mutuelle. Et on va permettre à ces acteurs-là de réaliser un paiement avec la technologie Libéo au sein même de leur outil. D'accord. Voilà. Donc c'est exactement ce que Bill.com, Melio ont construit aux États-Unis, ou Pluto au Canada également, ou comme on se le disait en off précédemment, ces marchés sont plus avancés. D'accord. Parfait, merci. Bah écoute, en tout cas, on a une image hyper claire de la plateforme. Alors, j'ai lu que vous étiez FinTech of the Year de l'année dernière, c'est correct ? Est-ce que tu peux nous parler maintenant plus de votre équipe et comment vous avez construit en 3 ans ? Vous êtes passé de 3 à je ne sais pas combien maintenant vous êtes ? On est 25. 25. Et savoir si vous avez fait quelques levées au cours de votre vie. Alors, donc Libéo, ça a moins que 3 ans, hein, parce que je te dis, la boîte a été immatriculée en décembre 2018, donc c'est plutôt 1 an et demi. Au début, on était 4, donc 3 associés et un premier employé qui s'appelle Lucas. Mes deux associés s'appellent Jérémy et Pierre-Antoine. Et donc ça, c'est la team de départ, avec moi plutôt sur les aspects business, Pierre-Antoine qui est CPO, CTO, donc vraiment un tech guy qui en plus est un spécialiste des paiements. Typiquement, il a longtemps conseillé les équipes de Trésor sur certains sujets, les équipes d'IP en fait, qui étaient la maison mère précédente de Trésor, et Jérémy qui est aussi un serial entrepreneur, qui est avocat de formation et qui s'occupe de tous les aspects organisation interne, sales, onboarding, CSM, etc. Et Lucas, qui était notre premier employé et qui est vraiment super et super smart, et qui s'occupait un peu de tout ce que tu puisses faire dans une boîte à son démarrage. Et donc, l'employé de rêve en fait. Ouais, employé de rêve. Et donc, tu nous entends, Lucas? Ouais, j'espère qu'il sera content d'entendre ça, mais je pense qu'il sait tout le bien qu'on pense de lui. On a tout de suite recruté des techs pour commencer à coder. Donc ça, c'était donc au début 2019. Et au bout de 6 mois, on avait un produit pré-fonctionnel qu'on a mis dans les mains une 50aine d'utilisateurs. Et donc on a fait tester, mais qu'on pouvait que faire tester en chambre. Donc on faisait des paiements, on était en live, mais sur des montants très petits, puisqu'on n'avait pas encore notre agrément. Et donc dès qu'on a eu cet agrément en novembre, on a commencé un petit peu à se lancer. Donc en fait, en vrai, ça fait depuis le début de l'année, quasiment depuis le début de 2020 qu'on opère, puisqu'on a commencé vraiment novembre-décembre 2019. Et donc aujourd'hui, on est plutôt 25, avec une équipe tech assez importante et des équipes marketing, growth et sales qui sont en train de monter en puissance, onboarding également. Vous êtes basé à Paris uniquement, hein? On est en France. On a des utilisateurs qui nous sollicitent beaucoup pour du paiement, donc en fait à l'international. En vrai, on fait déjà des opérations en dehors de la France, mais on se concentre aujourd'hui sur des TPE-PME françaises. D'accord. Mais on réfléchit à autre chose. Et on a fait 2 levées de fonds. Une levée de fonds avec Briga, qui est un fonds français, mais qui a aussi des bureaux à Londres, qui est spécialisé dans la fintech, de 2 millions d'euros qu'on a annoncé en novembre 2019. Et une deuxième levée signée et closée durant le Covid, avec Local Globe, qui est un acteur seed UK. D'accord. Qui a investi dans des fintech type TransferWise ou Robinhood ou encore Tide, dans un tour de 4 millions d'euros, avec Briga aussi qui a participé donc pendant le Covid. Ok, félicitations, bravo. Écoute, j'aurais bien repris un use case, mais je crois que tu as été hyper descriptif sur l'onboarding de vos PME. Je pense quand même que tout se fait en ligne, tout est... Ouais, exactement. Voilà. Et je pense que tout le monde a compris, en tout cas moi c'est très clair pour moi, toute la plateforme et le fonctionnement de la plateforme. Avant de conclure, je voulais juste savoir où vous envisagiez d'avancer dans les 5 années à venir. Où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Est-ce que c'est en termes d'internationalisation, développement produit? Tu peux nous expliquer un petit peu tout ça, s'il te plaît? Alors côté produit, on se voit en spécialiste de ce paiement B2B et on ne pense pas dévier de ce créneau-là, qui est un créneau très particulier et très profond. Et donc on a plutôt vocation à enrichir la profondeur, la palette de possibilités sur ce paiement B2B et le faire à la fois en standalone et en partenariat avec les acteurs qui comptent sur ce marché aujourd'hui, qui sont des éditeurs de logiciels comptables et de gestion de premier plan, des banques, des acteurs du monde du paiement, donc des PSP, des processeurs de cartes, des éditeurs de cartes, etc. Donc on a plutôt vocation à travailler avec ces gens-là pour délivrer le meilleur de la technologie et les processus de demain, et en apportant cette brique qui n'existait pas et que le digital a rendu possible
également nécessaire, puisque dès que le digital apporte une innovation, derrière il y a une guerre de concurrence qui s'engage, et donc en fait les entreprises qui vont mettre en place ces processus auront un avantage concurrentiel sur leurs concurrents. Et donc ce que j'expliquais précédemment, c'est que le rôle de Libéo là-dedans, c'est d'être ce connecteur qui permet de processer en fait. Donc c'est ce qui fait que demain, l'information elle passe facilement d'un logiciel à l'autre et qu'elle est processée de manière automatique. Et donc c'est cette sorte de réseau social du paiement B2B. Et donc on a vocation à insister là-dessus et à proposer ces solutions-là dans d'autres géographies européennes, puisqu'aujourd'hui il y a un manque assez incroyable de solutions en Europe et un marché qui s'est déjà constitué en partie aux États-Unis avec les acteurs qu'on citait précédemment, avec Bill notamment. Et voilà, donc nous c'est ce qui nous anime au quotidien et c'est ce qui nous excite beaucoup aussi, parce que il y a beaucoup de challenges, mais c'est hyper intéressant, et voilà, c'est un beau challenge et mais ça résout un énorme pain point. Ça, c'est huge, c'est huge. Mais c'est du boulot. Ouais, j'imagine. Parce qu'on demande souvent pourquoi personne l'a fait. Je pense qu'il y a deux raisons. C'est juste que c'est quelque chose d'assez barbant. Les factures, ça intéresse personne concrètement. Et le deuxième truc, c'est que et donc ça implique aussi que c'est dur à résoudre. Et le deuxième truc, c'est que c'est beaucoup de boulot. Ouais. Mais en tout cas, bravo. Est-ce qu'avant de nous quitter, je te l'avais demandé, je le demande à chaque fois. En fait, c'est complètement intéressé. Mais est-ce que t'as pas un bouquin sympa à nous recommander? Et si t'aimes pas lire un film sympa, j'aimerais bien quelque chose en rapport avec l'innovation. Mais pas nécessairement. Je te laisse libre. Alors, deux réponses. Je pense qu'il y a beaucoup de bouquins très intéressants. Je trouve que les livres qui donnent des conseils pratico-pratiques sont particulièrement enrichissants. J'ai beaucoup aimé, et je le relis en ce moment, un livre de Ben Horowitz, Hard Things About Hard Things. Ça a été recommandé sur 2 autres épisodes. Ouais, donc ça c'est juste génial, parce que c'est vraiment tous les écueils, toutes les difficultés d'une entreprise et du management. Et je trouve ça génial. Tu as l'impression d'avoir un conseiller à côté de toi, même si bien sûr on est très très bien entouré chez Libéo, et je remercie notre board, et notamment, je les ai cités précédemment nos deux fonds, mais aussi Jérôme Stewie, qui est un mentor exceptionnel. Et après, je trouve que moi je suis un passionné d'histoire. Donc je suis pas forcément une mémoire exceptionnelle, donc il y a des gens qui retiennent beaucoup de choses, voilà. Mais moi je suis passionné par l'histoire, parce que je trouve que dans tout ce qui s'est passé dans le passé, l'histoire se répète en permanence, et je trouve que dans des séries historiques ou dans des livres historiques, tu vas retrouver beaucoup de choses hyper intéressantes, hyper inspirantes sur comment construire une stratégie, comment construire une boîte. Je trouve qu'une boîte, c'est vraiment ça. Tu avances des pions sur un échiquier en permanence, et donc tu dois vraiment lire tout ce qui va se passer. Tu dois te forger des convictions, construire une vision. Et moi, c'est quelque chose qui me stimule personnellement beaucoup. Et je trouve ça passionnant. Et donc, je lis et je regarde beaucoup de documentaires et de séries historiques, etc. Voilà. Et donc, c'est un peu un petit bouquin, une bio, Louis XIV. Ouais, il y a plein de choses géniales. Enfin, t'as des livres de, comment il s'appelle, c'est Jean-Christian Petit-Fils, je crois, qui écrit plein de super bio historiques. Bien sûr, Stefan Zweig, qui fait plein de trucs sympas. Bien sûr. J'ai lu récemment la bio de Magellan, qui est hyper intéressante. Mais tu vois, en série un peu bateau, moi j'avais adoré la série Rome, qui est une série historique HBO. Tout à fait. Et j'adore la manière dont les empereurs construisaient leur stratégie, avançaient. C'est cruel quand même. C'est cruel, c'est froid. En tout cas, il y a un côté mathématique, mais je pense que le monde du business a ses beaux côtés, mais aussi ses côtés cruels. Et je trouve que c'est intéressant. Il y a toujours un côté calcul. Tu dois prendre des décisions basées sur de la data. Et donc ça, moi, c'est quelque chose que je trouve ça très intéressant. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Pierre. C'était très inspirant. Et à bientôt. Merci beaucoup, Solène. C'était super. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!